C'est toi. Donc, bonjour tout le monde. Donc, la question des salaires est devenue une question importante dans l'actualité. Donc, d'abord, un point sur la situation économique, sociale et politique. Donc, depuis plusieurs mois, la question des salaires revient en force, comme on dit, dans l'espace social et politique. Selon même plusieurs sondages d'opinion, elle est considérée comme la préoccupation majeure des Français et a fortiori des salariés. Donc, selon un sondage récent d'un institut qui s'appelle Odoxa, 45% des sondés placent cette question en tête pour l'élection présidentielle, suivie par celle de la santé. Et 80% estiment que le pouvoir d'achat a diminué. Et 94% pensent que depuis le confinement, les prix ont augmenté. Une autre mesure de cette réalité est donnée par l'augmentation du nombre et de la durée des conflits sociaux se rapportant au salaire et à l'emploi. Tous les secteurs sont affectés par ces mouvements. Les succès sont remportés, nous les mettons en valeur dans le résumé économique et social hebdomadaire du parti. De plus, les salaires et surtout leur faiblesse, ainsi de nombreux salariés, en particulier dans les services et la restauration, à chercher des emplois moins contraignants et mieux rémunérés, d'où il résulte sur les patrons une pression à l'augmentation des salaires. Puisque c'est vrai qu'on constate actuellement qu'il y a énormément d'emplois qui manquent, même dans les services de restauration, notamment les cafés, les brasseries, etc. sont en manque de bras. Ils cherchent notamment des salariés, ils n'en trouvent pas, même des étudiants aujourd'hui. Beaucoup d'étudiants ne veulent plus, postuler à ces postes. Patronat et gouvernement s'emploient à circonscrire l'incendie en serrant la vis. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, proclame: les hausses salariales généralisées ne sont pas soutenables pour l'économie. Et le gouvernement rejette la demande unanime des fédérations de fonctionnaires et continue le blocage du point d'indice depuis 10 ans, depuis 2009, donc plus de 10 ans, qui détermine, donc le point d'indice détermine la rémunération des millions de fonctionnaires, comme il continue à bloquer les pensions des retraités. Dans le même temps, il tente de diminuer la pression revendicative en octroyant des miettes comme le chèque énergie de 100 €, tandis que la hausse des prix va le contraindre à une augmentation du SMIC de 0,9%. C'est ce qui a été annoncé dernièrement. Le 27 janvier, à l'appel de la CGT, EFO, Sud, la FSU et des organisations de jeunesse, a eu lieu une journée interprofessionnelle de grève et de manifestation qui devrait aider au développement des luttes et à leur convergence. C'est en tout cas l'appel du secrétaire général de la CGT lors du meeting à Bastille le 27 janvier. La FSU avait notamment, il y a eu vous savez que les enseignants ont fait la grève, non pas pour les salaires malheureusement, mais pour l'histoire du protocole sanitaire. Aujourd'hui, pour lutter contre la hausse de l'électricité, dont tout le monde qu'elle est organisée par le marché libre et non faussé, le gouvernement se livre à un véritable pillage d'EDF, ce qui est une grève dernièrement, pour assurer les profits de ses concurrents privés. Nous dénonçons et combattons cette mesure particulièrement scandaleuse. Pourquoi aujourd'hui cette irruption de la question salariale? Pourquoi cette question revient dans le débat politique actuel? Pendant des années, la politique du patronat et du pouvoir a conduit à une forte hausse du chômage, entraînant une concurrence accrue entre les salariés sur l'emploi, et tout particulièrement pour les jeunes, avec à la clé un chantage liant emploi et salaire. Dans le même temps, il y a eu une relative stabilité des prix des biens et des marchandises liée à la réimportation des marchandises des pays à bas coûts salariaux. Les deux phénomènes ayant un lien profond dans un contexte où l'emploi, en particulier industriel, a été largement liquidé par les délocalisations vers les pays à bas prix et de la force de travail, cela a augmenté le chômage et gonflé les profits des monopoles capitalistes, ce qui a permis aussi de contenir la hausse des prix dans les pays les plus riches, diminuant ainsi la pression sur les revendications salariales. Mais aujourd'hui, la reprise d'une forte inflation remet en question cet équilibre et entraîne une réaction légitime des salariés à vouloir préserver leur pouvoir d'achat, voire à l'augmenter tant les bas salaires sont légion et que ceux de beaucoup de professions, en particulier en début de carrière, en sont rendus au niveau ou même en dessous du SMIC. Par exemple, dans la fonction publique, un technicien de catégorie B est embauché seulement à 10 € de plus que le SMIC, et on peut parler de smicardisation de pans entiers de salariés qualifiés.
Cette reprise de l'inflation, que nombre d'économistes jugeaient comme passagère et limitée, s'installe dans le paysage économique. Pour l'Union européenne, elle est estimée sur un an à 5% et à 2,8% pour la France, ce qui est du jamais vu depuis longtemps. Ce phénomène touche aussi les États-Unis avec une inflation de 6,8%. Nous avons déjà analysé les causes essentielles et tout particulièrement dans le secteur de l'énergie. Compte tenu de cette inflation, l'INSEE, dans sa note du 14 décembre, estime que le pouvoir d'achat des salariés pourrait reculer de 0,5% lors des 6 prochains mois. Ce qui veut dire que de 0,5% dans les 6 prochains mois, ce qui veut dire que ça va être un débat majeur normalement de l'élection présidentielle. Les conséquences de cette poussée inflationniste dans le monde sont encore difficiles à évaluer au plan macroéconomique, mais elles constituent un facteur d'inquiétude sur la solidité d'une reprise que d'aucuns, notre gouvernement en tête, glorifiait comme solide et effaçant une récession majeure liée aux politiques de confinement adoptées face à la pandémie du coronavirus. Sont ainsi posées les questions des taux d'intérêt, aujourd'hui très bas, dont l'augmentation renchérirait le remboursement des énormes dettes contractées par les États, ce qui pourrait avoir comme conséquence un renforcement des politiques d'austérité au détriment des salariés. On le voit, la période qui s'ouvre est remplie d'incertitudes et devrait se caractériser par une hausse des conflits de classe autour de la question des salaires et de l'emploi. Notre parti met en avant la légitimité des revendications salariales. Il estime qu'il faut porter le SMIC à 2 100 € et montre qu'il est possible tout de suite de répondre aux revendications des salariés. Dans le même temps, il nous faut démêler les fils du pourquoi de cette situation. Qui en est responsable, si ce n'est le système même d'exploitation du travail salarié par le capital? Nous montrons qu'une autre logique de développement de la société est possible. Une logique sans exploitation de l'homme par l'homme, une logique de coopération de tous ceux qui produisent les richesses et qui, de ce fait, doivent diriger le pays. Nous posons aussi la question de la prise du pouvoir nécessaire pour exproprier le capital en mesurant que les conditions sont loin d'en être remplies aujourd'hui, ce qui nous empêche, pas au contraire, d'en poser la nécessité en menant la lutte pour des revendications immédiates. Il faut être clair, le seul moyen actuel pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires. Il faut un peu démêler la question pouvoir d'achat-salaire. En effet, une confusion volontaire est entretenue autour de ces deux choses. Je rappelle que le salaire, c'est la forme monétaire du prix de la force de travail, comme l'a déclaré Janine. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui permet de subvenir aux besoins immédiats de son entretien. Ainsi, quand La République En Marche, le Rassemblement national, ou LR, ou Reconquête et le patronat clament qu'ils veulent augmenter le pouvoir d'achat, ils le font en augmentant les primes défiscalisées et en réduisant ce qu'ils appellent les charges sociales, qui sont en réalité du salaire. Ainsi, si l'apparence, c'est plus de net sur la feuille de paye, c'est moins de soins, moins de retraite, moins de protection sociale en général, et donc une tendance à la diminution du prix de la force de travail. Sans compter, je rappelle, qu'ils veulent notamment les réformes futures, parce que tout ça, ils le font avec l'idée derrière de faire les réformes futures, notamment la réforme de retraite, qui n'a pas pu faire, mais qu'ils souhaitent fortement la faire. Ne nous laissons pas abuser. Quand les candidats se réclament de la gauche, disent un autre partage des richesses, ils créent l'illusion que le capital serait partagé quand son moteur, c'est la recherche du taux de profit maximum qui passe par la réduction relative du prix de la force de travail. Un peu plus de 2 millions 100 000 travailleurs vivent avec moins de 885 € par mois. Et 10%, 2 millions 100 000 vivent, donc un peu plus de 2 millions de travailleurs vivent avec moins de 885 € par mois, et 10% des travailleurs du privé gagnent moins de 1 319 € net par mois. 25% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron, les 5% les plus modestes ont perdu en niveau de vie, baisse des aides, baisse des APL, accroissement de la précarité et du chômage, endettement généralisé. Plus de 300 000 personnes sont sans domicile, sans compter aussi qu'il y a eu une augmentation du loyer, du prix des loyers et donc du logement, et que cela touche aussi les étudiants.
et toutes les couches sociales de la société. La France compte donc des milliers de pauvres, 14,% de l'ensemble de la population, un record. L'urgence est donc d'augmenter les salaires et porter immédiatement le SMIC à 2100 €, ce qui est l'objectif de la lutte de notre parti. Le monde du travail n'a jamais été autant exploité en augmentant les rythmes et les temps de travail, en accentuant la précarité, la flexibilité et en diminuant ou en bloquant les salaires. Une question nous est donc posée immédiatement. Les moyens existent-ils pour répondre aux besoins et aux revendications des salariés? Oui, les moyens existent. Le travail des salariés produit 2500 milliards d'euros détournés par le capitalisme. Les profits des sociétés capitalistes sont passés en 2020 de 265 à 330 milliards, soit une hausse de 24%. Macron a accéléré et amplifié les mesures de ses prédécesseurs. Exonération de cotisations sociales, baisse de l'impôt sur les sociétés, 26 milliards, les ristournes et les dépenses de recherche et développement, 6,3 milliards d'euros, la suppression d'une partie de l'impôt sur la fortune, fait perdre 3,5 milliards, la suppression d'une partie de l'impôt sur la fortune, toutes ces politiques ont fait perdre près de 3,5 milliards 500 000 € de recettes fiscales par an en faveur de 1% les plus aisés. 300 milliards d'euros ont été versés pour les multinationales. Les 500 familles les plus riches possèdent une fortune cumulée de 1000 milliards. La fortune des plus riches a augmenté de 216 milliards en 19 mois. On compte 309 000 nouveaux millionnaires. Juste un aparté, après la première année d'Emmanuel Macron, sur le journal télévisé, ils avaient dit qu'ils attendaient en France 3 millions de millionnaires à la fin du quinquennat Macron. Notamment lié au prix du logement et des loyers, qui est devenue une des rentes principales aujourd'hui, et ce qui serait un record. Hein. Même l'Allemagne et l'Angleterre n'ont pas autant de millionnaires dans leur pays. Les 500 familles, donc les CAC 40 a atteint son niveau le plus haut, avec 70 milliards en 2021. Évasion fiscale, 33 milliards ont été soustraits à l'impôt. De l'argent, il y en a. La création des richesses vient des travailleurs. Elle doit revenir au peuple et au pays. On sait que les capitalistes veulent maintenir le prix de la force de travail le plus bas possible pour engranger le maximum de profit, c'est la logique. La question des salaires est donc bien un enjeu majeur de la lutte des classes. Oui, il y a en France les moyens économiques, financiers, scientifiques, culturels de développer une grande politique. Comment faire pour reprendre au capital tout cet argent? Le seul moyen, c'est la lutte de classe. Toute l'histoire de notre pays le démontre. 1936, 1945, 1968. Le seul but du capitalisme, c'est le profit et son accumulation, peu importe les moyens employés pour y parvenir. Il faut la lutte quotidienne, sans relâche, contre l'exploitation, pour arrêter les attaques du pouvoir dictées par le capital, pour imposer des avancées. Les luttes se développent à 70 jours de la présidentielle, pour les salaires, contre les suppressions d'emplois, les conditions de travail, la défense des conquêtes sociales majeures comme la sécurité sociale et les retraites. Lutte pour la défense du service public, manifestation du personnel de santé, enseignants, médico-sociaux, EDF, grève et manifestation ce jeudi 27 janvier, le 24 mars aussi, je crois, c'est prévu pour les retraites. Il faut donc s'attaquer fondamentalement au système capitaliste, à ses promoteurs et ses défenseurs. Aucun des candidats à l'élection présidentielle ne s'attaque réellement au système d'exploitation capitaliste. La République en marche, LR, Reconquête et Rassemblement national sont au service du capital. Le PS, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le Parti communiste français parlent du partage des richesses, sans dire comment ils font, d'ailleurs souvent. Ils ne touchent pas au système capitaliste, à sa domination, alors que la pandémie nous confirme que le capital ne lâche rien, sauf quand il est contraint par les luttes. Son seul objectif, c'est d'accroître ses profits. De cette façon, ces partis créent des illusions démobilisatrices. Aucun n'identifie le capitalisme comme étant la cause unique des difficultés, et par conséquent, aucun ne propose de mener la lutte politique pour construire une autre société débarrassée du capitalisme. Pour mener à bien une accélération dans les transformations du capital, les forces politiques se réorganisent autour de cette problématique, tandis que le patronat
fixe la feuille de route au candidat à la présidentielle. Ainsi, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, qui est la première fédération industrielle française, vient à son tour, après le MEDEF, de donner sa feuille de route au candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de 15 propositions qui constituent un ensemble cohérent pour, selon l'UMM, mener le combat pour la compétitivité et la réindustrialisation de la France. En réalité, toutes ces mesures constituent un plan pour liquider les conquêtes sociales, faire baisser les prix de la force du travail et augmenter les profits capitalistes. L'UMM place en premier le financement de la protection sociale. Elle estime qu'il faut clarifier ce qui relève de la solidarité de l'assurantiel, et cela en soulignant que la solidarité ne doit pas être supportée par les entreprises. Cela signifie en fait finir avec le système de protection sociale qui est basé sur la richesse produite par le travail. Pour l'UMM, il s'agit d'un allègement des cotisations employeurs de 17 milliards d'euros. L'UMM demande une poursuite de la baisse des impôts de production de 35 milliards d'euros, baisse déjà engagée par le pouvoir actuel à hauteur de 10 milliards d'euros. L'UMM, toujours, réclame la réforme des retraites, celle engagée par le gouvernement actuel, avec un relèvement de l'âge de départ de 62 à 65 ans, accompagné d'une sous-indexation du montant des retraites de 1% par rapport à la hausse des prix. Ainsi, l'UMM veut aussi la suppression de la contribution sociale de solidarité qui représente aujourd'hui un montant de 3 milliards d'euros. Pour mieux contrôler la formation des salariés, il exige que l'enseignement professionnel sorte du champ de l'éducation nationale pour être sous le contrôle du ministère de l'Industrie. Les candidats à l'élection présidentielle seront conviés à un grand oral le 9 mars devant 1000 patrons. Beaucoup de ces candidats n'ont pas attendu cette date pour donner satisfaction au patronat. Macron, comme l'avaient fait ses prédécesseurs Hollande, Sarkozy, Chirac et Mitterrand, continue à donner satisfaction aux revendications patronales. D'autres, comme Pécresse, Le Pen et Éric Zemmour, ont déjà donné leur accord. D'autres, enfin, tentent de colorer leur démarche en se drapant dans le social et l'écologie, sans pour autant s'attaquer au capitalisme, ce qui, évidemment, ne peut mener qu'au maintien de l'ordre social dirigé par ce même capital. La route semble donc libre pour une nouvelle étape de liquidation des conquêtes sociales et de recul pour les salariés. On peut alors se poser la question du pourquoi d'une si intense agitation politicienne. Le pourquoi, c'est que les classes dirigeantes ont besoin de constituer autour d'elles un bloc suffisamment large pour être en mesure de faire passer le programme du patronat, et cela n'est pas évident dans une situation où la confiance des salariés vis-à-vis de leurs représentants politiques est au plus bas, comme en témoigne l'abstention et le vote blanc lors des derniers scrutins. Je rappelle qu'un jeune sur deux prévoit de ne pas voter à la prochaine élection présidentielle. De plus, les luttes sociales qui se développent sur les salaires, du fait d'une inflation qui rogne chaque jour un peu plus le pouvoir d'achat, ne permettent pas d'ignorer cette question et l'ont mise au centre de la lutte des classes. Une réorganisation des forces politiques est donc nécessaire et donc à l'ordre du jour. Ce phénomène n'est pas particulier à la France et il montre même déjà les limites dans des pays comme l'Italie qui ont pris de l'avance dans ce domaine. La récente élection du nouveau président de la République à Rome en est l'illustration. Les forces politiques qui ont été dans l'incapacité d'élire un nouveau président et le fragile équilibre obtenu avec la constitution d'un gouvernement d'union nationale mené par un banquier européen ont obligé à reconduire le président sortant qui était déjà démissionnaire. Au contraire, tout montre que les forces du capital craignent par-dessus tout le développement des luttes sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail et même les libertés. Ces luttes sont donc utiles et nécessaires. Nous devons travailler à les faire converger dans un mouvement social unitaire puissant. Notre parti et son candidat, Louis Daniel, et même si nous n'avons aucune illusion sur le caractère démocratique de cette